Salut, c'est Olivier Cachin sur le Rewind, un Rewind un peu exceptionnel, même très exceptionnel, puisque c'est un hors-série où nous accueillons, pas moins que Thomas Dutronc. Salut Thomas, comment ça Salut va? Olivier. Mais fort bien. Bon, très bien. Écoute, on va parler musique, hein. C'est pas très original, mais ça fait plaisir. On va parler de quelques-unes de tes obsessions musicales, de tes goûts, de toi aussi évidemment. Le Rewind, Thomas Dutronc, attention, parce que c'est maintenant. Alors Thomas, là on est à la maison et là j'ai une confession à te faire. L'artiste avec lequel on va commencer, je n'ai pas de disque de lui, mais c'est un de tes mentors Oui. en termes de guitare, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel, Django Reinhardt. Comment tu as découvert Django Reinhardt en Je l'ai fait? découvert assez tard parce qu'on se rend compte que finalement les musiques qui vous pénètrent le plus, qui vous façonnent le plus votre goût musical, votre oreille et tout ça, ça commence assez tôt finalement dans l'enfance, dans la jeune adolescence, mais ça continue heureusement. Moi je l'ai découvert vers 18 ans et demi, 19 ans, un truc comme ça, et ça m'a fasciné parce que j'étais à la recherche après avoir écouté beaucoup de pop, j'étais à la recherche de choses, je sais pas, je me trouvais un peu gamin, je me trouvais un peu enfantin, j'étais à la recherche de- de- d'avoir plus de maturité, quoi. J'avais envie de devenir un homme plus mûr, donc j'essayais de me cultiver, j'essayais d'écouter de la musique classique, de la chanson française, je revenais un petit peu dans les époques, j'essayais d'étendre ma culture, et quand j'ai découvert Django, à la fois c'était du jazz, donc une musique que je connaissais pas du tout, que je découvrais un petit peu, de la musique instrumentale, ça rejoignait, ça a mélangé tout, c'est-à-dire que c'était à la fois complètement instrumental, donc on était dans la grande musique, c'était comme si c'était du Bach ou du Chopin, et en même temps c'était des formats très pop de 3 minutes avec tout le temps des riffs, il se passe tout le temps un truc, tu n'as jamais le temps de t'emmerder, puis son génie musical, maintenant là ça fait plus de 30 ans que je l'écoute, et je suis encore sidéré par ce qu'il fait, tout ça. Alors moi j'avais commencé par la période Hot Club de France avec Grappelli avant-guerre, parce qu'il y a des, c'est toute une période où là, énormément de morceaux, c'est fait pour danser aussi. Et donc, c'est pour les gens qui connaissent pas le jazz, et ils ont de la chance parce qu'il y a tellement de belle musique dans le jazz, c'est pas mal aussi de commencer par le jazz dansant parce que voilà, ça. Plus facile d'accès comme porte. Exactement, Ouais. c'est plus facile d'accès et son génie guitaristique se plaçait là-dedans. Donc, d'un seul coup, c'est devenu mon étoile du Nord, mon rêve et tout ça. Et je me suis dit, mais personne fait ça à la guitare, je vais essayer de le faire. Mais Tu jouais déjà de la guitare je quand commençais, je faisais depuis un an ou deux, je fais un petit peu de guitare, mais je m'étais pas rendu compte. J'ai décidé que j'allais me mettre un petit peu dans ce créneau, Ouais. parce que j'adorais aussi Jimi Hendrix ou Stevie Ray Vaughan ou le blues, Lightning Hopkins ou B.B. King et tout ça, mais je m'étais dit, il y a déjà plein de gens à Paris qui jouent super bien la guitare électrique et tout, donc je vais essayer de faire ça. Et puis j'ai rencontré aussi des grands guitaristes manouches à l'époque, donc c'était tout un monde Oui, qui m'a attiré. Tu et vois, techniquement, c'est quelque chose quand même, c'est assez et voilà, sophistiqué. j'avais quand pas bien même. compris que c'était injouable en fait, mais ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires, vraiment. Parce que c'est tout un. Finalement, voilà, je me disais, bah oui, aux États-Unis, il y a le Mississippi, il y a les vieux bluesmen et tout ça, qui ont vraiment. C'est eux, c'est ces Noirs américains qui ont fait toute la musique occidentale qu'on écoute, la plupart. Mais en France, on a eu la chance quand même d'avoir Django, cette espèce de type qui sort du commun. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Je me dis, tiens, on en parle. Et j'ai vu qu'on avait notre Mississippi à nous. On a des manouches qui jouent super bien de la guitare. Et puis c'était d'un seul coup, c'était original. Ça m'a permis moi de dire, t'as vu, j'écoute un truc, je suis pas comme tout le monde, Ouais. parce que sinon ouais, je sais pas. J'ai voulu m'écarter de la pop, quoi. Et donc j'ai trouvé Django qui m'a entraîné comme ça dans un sillon de musique, pour moi encore plus riche, quoi. Alors, on parlait de blues. Alors, Eric Clapton, alors là, c'est Slow Hand, hein, l'album avec Cocaine, notamment, sa reprise de J.J. Cale. Mais toi, c'est l'album Unplugged qui t'a plus marqué? Ouais, c'est un petit peu mon époque que je me rends compte. J'ai beaucoup écouté cet album, j'ai adoré Unplugged. Alors l'histoire, tu dois connaître. Enfin, je sais pas, on m'avait raconté un peu l'histoire de ce truc-là. Non, mais tu la connais mieux que moi. Mais je crois qu'il, ouais, si, il connaît tout. Il connaît tout. Non, mais je crois il a refusé ce qu'on lui proposait. Il a dit, moi, il y a qu'une condition, c'est on fait tout acoustique. Enfin,
Tu connais l'histoire, vas-y, dis-moi. Je veux Non, savoir non, un non, peu. non, moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi, parce que c'est vrai qu'il est surtout connu, tu connais son surnom de guitariste, évidemment, Ouais, hein, ouais. God, quand même, c'est pas rien, mais pourquoi l'acoustique plutôt que, parce que c'est vrai que on pense plutôt à la guitare électrique, qu'est-ce qui te plaît dans cette idée de l'acoustique de Clapton? Écoute, ouais, bah, j'avais écouté beaucoup de guitare électrique, en fait, toute mon adolescence, énormément, et d'un seul coup, la découverte de la guitare acoustique, ça m'a vraiment fasciné, quoi. Alors, il y a eu aussi Friday Night in San Francisco. Enfin, là, t'écoutes des trucs qui sont tellement injouables, tu vois, mais c'est avec Paco de Lucia. Et c'était assez fabuleux. Mais ce disque, je l'ai beaucoup écouté comme ça, parce qu'il est sorti vraiment à mon époque. Je dois avoir, je sais pas quel âge, 18-20 ans, ou 17 ans. Et je l'ai écouté en boucle. J'ai vraiment toujours aimé le blues, quoi. Ça fait partie des trucs qui me plaisent le plus. Et donc ces tubes comme ça de blues et cette manière de jouer finalement un peu blanche me semblait un petit peu plus accessible. Et ce côté acoustique aussi, parce que moi j'avais plutôt une guitare nylon à la maison, tu vois, j'avais pas encore tout le matos, ce truc. Quand je prenais une guitare électrique, ça faisait des bruits affreux, tu vois, c'était plus compliqué. Donc voilà, ce disque, les vibrations de ce disque m'ont vachement touché. Je me rends compte maintenant qu'il y a une esthétique comme ça. Dans mon espèce d'envie, il y avait un disque de Ricky Lee Jones aussi, où il y avait un guitariste qui s'appelle Robin Ford, qui jouait un peu blues, mais un peu sophistiqué, qui avait joué là, pour une fois, il jouait de la guitare acoustique, et genre on écoutait, on disait putain, comme il joue, c'est beau, les notes, c'est joli. Donc oui, d'un seul coup, j'ai eu envie d'entendre des jolies notes, tu vois, des choses plus en dentelle, quoi, que la guitare électrique, où les mecs se roulent par terre. Un peu de sophistication dans un monde de brut. Tu vois, je sais pas, j'ai eu l'impression d'essayer de sortir du truc de... J'avais plus envie d'être un ado, je sais pas, donc cette musique acoustique m'a interpellé. Mais en tout cas, si Clapton c'est Dieu, Django, je sais pas ce que c'est. C'est le super Dieu, parce que Django, évidemment, Clapton est incroyable, hein, vraiment, puis j'adore comme il chante aussi, mais Django, on peut prendre un morceau, dans chaque morceau, il y a une nouveauté, il y a une trouvaille, il y a un truc rythmique où ça rebondit, on est tout le temps surpris, rythmiquement, mélodiquement. Il va chercher des notes qui sont... j'ai un ami, Rocky Gresset, qui est un super guitariste manouche, qui a un talent fou, et il fait des notes qui n'existent pas. Et ça, c'est beau, il est tout le temps en train de te surprendre, tu vois, Django Reinhardt, donc ça, pour ça, c'est fabuleux. Tu pourrais écouter un morceau en boucle toute ta vie et pas encore comprendre comment il arrive à faire tout ça. En plus, je sais pas si les gens le savent, mais Django Reinhardt, il était connu déjà à 14-15 ans comme étant un grand guitariste. Il jouait la musique de son époque, il n'avait jamais entendu de jazz ni rien, donc il jouait de la musette. Il était né en 1910, donc on était en 1925. Il a eu un accident où son corps a entièrement brûlé, la moitié de son corps. Et il a failli être amputé de la main, du bras et tout ça, donc il était entièrement brûlé, ce qui fait que ses tendons-là étaient complètement racornis par le feu. Donc il pouvait quand même bouger ses deux doigts-là, ceux-ci, pour faire les accords, il s'en servait, mais par contre les solos, il faisait tout à deux doigts. Il fait avec une vitesse, un truc, et le plus impressionnant, en fait, quand tu te penches là-dessus, c'est la maîtrise de la main droite. Voilà, enfin bon, mais donc ce monde comme ça, toute cette histoire, cette fantasmagorie autour de Django Reinhardt, ça m'a vraiment attiré, quoi. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Bah ouais, parce que j'ai rencontré plein de musiciens grâce à cette passion. J'ai rencontré plein de super jazzmen à Paris. J'ai rencontré tous les gens qui jouaient cette musique-là, tu vois. Ça a été Moreno, Roman, Angelo Debar, Ninin Garcia. Après, j'ai rencontré Chavolo et Dorado Schmidt, incroyable aussi. J'ai toqué le Rosenberg, Biréli Lagrène. Des gens fabuleux, tous des... Alors là, c'était les soirées musique, alcool, tout ce qu'on veut. Enfin, la vraie fête des gens, incroyable. En plus, c'était des gens, tu vois, impressionnants, quoi, d'un autre truc. Alors là, on a parlé de jazz, d'acoustique. Là, on va retourner dans la pop avec David Bowie. Là, je frime un peu, c'est mon exemplaire dédicacé. Dédicacé, putain. C'est la chance d'avoir pu rencontrer Bowie. Et non pas un disque d'Eddie Mitchell cassé. Enfin, non. Parce qu'il y a le disque d'Eddie cassé, ça c'est un autre.
C'est pas beau. Moi, j'ai imité Bowie. Alors, tu me disais quand on préparait l'émission, alors moi, j'étais en compile surtout, il n'y a pas un album spécialement. J'étais en avance sur mon époque, puisque j'écoutais beaucoup de compiles. Maintenant, on n'écoute plus que ça, presque. L'album commence à... C'est dommage, mais j'avais une compile comme ça de Bowie que j'ai écouté je sais pas, de mes 13 ans à mes 25, quoi, tu vois, tout le temps. Et je l'ai gardé, c'est un des seuls CD, j'ai tout copié sinon, mais... Et Bowie, ça fait partie des artistes, après ma recherche en chanson française, mon excursion en chanson française, en musique classique et en jazz, qui m'a duré jusqu'à mes, je sais pas, 25-30 ans. Et on revient comme ça des artistes majeurs qui ont fait des telles mélodies, une telle force d'arrangement, une telle force de chant, enfin tout, il y a tout, quoi, en fait. Je me rendais pas bien compte quand j'avais 14 ans et que j'écoutais ça, quoi. C'est quand on a 14 ans, on prend toutes les musiques, on absorbe ça, on se rend pas compte, on en profite tout simplement. Après, quand j'ai commencé à moi vouloir faire de la musique, c'est là où je me suis rendu compte, dis donc, là, ça rigole pas, David Bowie. I wish I could swim like dolphins. Ce qui est étonnant, c'est cette espèce de ce côté transformiste où il va d'album en album faire des ambiances différentes, des personnages différents, des musiques très entre le Bowie des débuts. Oui, il a beaucoup expérimenté finalement. Moi, je l'avais vu avec Tin Machine. Ouais, oula, oui, c'est une période. C'était un peu particulier. Voilà. J'avais pas adoré. Non. J'avais été avec ma maman adorée. On avait été voir ça. On avait dû d'ailleurs lui serrer la main après le concert et tout. Ah bah quand même, sympa. Tu te rends compte, sympa, ouais. J'ai serré la main de Clapton aussi. Ah. J'avais été le voir en concert avec ma mère aussi. Et histoire... Petite anecdote, il y avait son batteur, c'était Steve Gadd, qui jouait aussi avec Michel Petrucciani. Et donc, par le batteur avait invité Petrucciani au Zénith de Paris à venir faire le bœuf avec Clapton. Et Petrucciani s'est mis à faire un blues boogie endiablé, comme il sait faire avec les basses, mais avec une note un peu bizarre. Donc, si tu veux, il réinvente un peu le boogie, avec un truc. Et il a mis le feu au Zénith. C'est-à-dire que d'un seul coup, le concert de Clapton était un peu... triste, c'était du blues triste, ça décollait pas vraiment. Là, Petrucciani a fait se soulever toute la salle. Et comme quoi, des fois, le jazz, c'est ça aussi. Tu vois, par exemple, sur ma compile, il n'y avait pas Life on Mars, donc Life on Mars, j'ai découvert il y a 15 ans, tu vois, seulement. Donc c'était vraiment la compile. Ah bon, de toute façon, Bowie, on peut un peu tout redécouvrir. Quelques albums dispensables, certes, mais dans l'ensemble, quand même, il y a toujours au moins un petit truc à prendre. Et je ne sais pas si tu as écouté le dernier Black Star. Non. Ah, c'est l'album que tu n'écoutes qu'une fois. C'est trop... en fait, c'est l'album... Comme Leonard Cohen, ça fait partie de ces artistes qui ont mis en scène leur mort. Ils savaient qu'ils allaient partir, et c'est un album où tu sais que c'est la fin. Le titre Black Star, déjà, le clip Lazarus, c'est... Mais bon, là, on va partir dans du trou glauque, donc restons sur Heroes, qui est un de ces merveilleux albums, avec le morceau éponyme Heroes, We Could Be Heroes Just for One Day, magnifique, fantastique. Que même des reprises de certains DJ douteux n'auront pas réussi à abîmer. Nous resterons silencieux sur les noms. Dont nous tairons le nom. Exactement. Alors, maintenant... On passe toujours du très sérieux, toujours des années 60, puisqu'il n'a pas connu les années 70. Jimi Hendrix avec Are Experience. C'est vrai que c'est fou qu'il n'a pas connu. Il est mort. Il est mort en quelle année alors? Il est mort en 69, si je me souviens. Tu te rends compte, quand on l'écoute, on a l'impression qu'il est en train de jouer en 75 ou c'est tellement moderne. Mais en tant que guitariste, ça a été une révélation aussi pour toi, la guitare électrique de Hendrix. Alors écoute, j'avais un correspondant à Londres et je sais pas. Alors moi en fait, je cherchais. Il n'y avait pas autant de vinyles que chez toi, chez mes parents, mais il y en avait quand même un paquet. Et donc, j'ai commencé à écouter de la musique assez jeune pour mon époque, vers 11-12 ans. J'ai eu ma première chaîne stéréo, c'est quand même Serge Gainsbourg qui me l'a offerte, une Sony avec lecteur CD, pas dégueu. Et donc, mais sinon, avant d'avoir ça, j'allais écouter des trucs un peu de mes parents. Enfin, j'achetais des 45 tours. J'avais acheté, j'ai très honte, j'avais acheté Do the Locomotion par Kylie Minogue parce que je la trouvais mignonne et puis que j'aimais bien le morceau. Tu vois. C'est un de mes premiers achats. Après, j'ai acheté Dancing in the Street avec Mick Jagger et Bowie en super 45 tours. C'était l'époque du top 50, donc j'étais fan de trucs qui passaient comme ça, les Tears for Fears. J'aimais bien un truc qui s'appelait Matt Bianco, comme quoi j'avais déjà peut-être un fond de jazz. Le Mambo No. 5. C'était ça me plaisait bien, ces trucs-là, je sais plus quoi d'autre. Tu vois, je suivais tout ça. Mais
par ailleurs, donc avec ma chaîne aussi que j'ai eue, je commençais à écouter des trucs, à écouter aussi des trucs dans la dans la collection de vinyles de mes parents. Et donc je suis tombé sur pas mal de guitares en fait, des trucs de mon père, les Shadows Apache, tu vois, ce truc incroyable, mais aussi du Chuck Berry. Et il y avait des disques d'Hendrix. C'est comme ça que j'ai connu assez jeune Hendrix. Et quand j'ai eu un correspondant en Angleterre, j'ai été à Londres comme ça et j'ai été acheter dans un grand magasin de disques une espèce de compile, super compile, double CD de Jimi Hendrix avec tous ses singles studio et juste un morceau live, Johnny B. Good. Ce disque-là aussi, je l'ai usé jusqu'à la corde, je l'ai écouté 1 million de fois, donc c'est... Je cherchais même pas à faire de la guitare en fait à cette époque-là, donc j'écoutais ça, j'aimais l'énergie, j'aimais la folie, sa musique, quoi. J'aime toujours d'ailleurs. Alors, ces lives sont un peu plus ardus par moments. Ces lives, ça part loin quand même. Il faut être un peu en condition soi-même. Il faut écouter plutôt en fin de soirée que le matin. L'hymne américain à Woodstock, c'est quelque chose, ça, par exemple. Faut être un peu, la guitare mitraillette. Il faut être un peu parti. Mais ces singles, finalement, sont bien, quoi. Les singles studio, les albums studio, ils sont écoutables à tout moment de la journée. Et il y a des trucs, il y a un morceau comme Up From The Skies qui est sur l'album Axis, là, Bold As Love, où il fait une espèce, on dirait qu'il fait du swing un peu avec sa guitare et tout ça. Puis voilà, il a une manière de jouer de la guitare électrique et il a un peu il a révolutionné le blues tout en faisant du blues. Je ne sais pas comment il a fait ça, mais c'est un des grands génies de la guitare. Voilà. Et un triste membre du club des 27. Oui, c'est fou ça. On n'a pas eu le temps de le voir vieillir. C'est fou. Alors tu parlais d'énergie, alors là on est vraiment sur le Mr. Dynamite, James Brown. Alors ça c'est le premier live à l'Apollo. Le gars est un punk en fait. On le connaît il y a des slows comme It's a Man's World, il y a des morceaux comme Sex Machine, mais là c'est vraiment du rhythm and blues super chaud. Et la présentation, les musiciens sont à 200 à l'heure. Toi, James Brown, c'est quoi qui t'a plu, l'énergie Écoute, on était pareil à l'adolescence, on écoutait ça, et ça fait partie des trucs, tu vois, qui restent et qui traversent le temps. C'est le plus grand, tu le vois chanter, tu le vois danser, tu vois sa rythmique, sa musique. Ça a inspiré tous les premiers raps, parce que j'en avais beaucoup écouté aussi. Et voilà, je te suivais beaucoup à la télé à l'époque. On écoutait beaucoup de rap avec mes copains. C'était les premiers... Ice-T, NWA, machin, quelques Public Enemy aussi, Eazy-E. Et puis James Brown, c'était la base de 80% du rap des années 80. Plein de samples et tout ça. Et dans les soirées avec les potes, on écoutait beaucoup de James Brown, quoi. Ça tournait, et quelle tournerie, quelle rythmique, quel truc. Enfin, j'ai entendu des histoires sur l'Apollo. Où c'était le dieu là-bas. Ah bah oui, parce qu'en fait, ça c'est le premier à l'Apollo, c'est pas le plus connu, c'est celui qui a été en 62 je crois, et le plus connu c'est le deuxième, le live à l'Apollo sur fond noir, où là c'est l'explosion, il est au top de sa forme, il a tous les tubes. D'ailleurs tu sais qu'un album de Snoop tire son nom d'un morceau de James Brown, Paid the Cost to be the Boss. J'ai payé mon dû pour devenir le boss. C'était une chanson de James Brown aussi. Paid the cost to be the boss. Et alors, tu sais qu'il est passé aussi en France. Hein. Oh, putain. Et ça donne ça. Alors ça, c'est l'album, en fait, Love, Power, Peace. Alors l'histoire est assez amusante. C'est son groupe demande à être mieux payé. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il vire tout le monde et il prend des jeunes musiciens de 20 ans, dont Bootsy Collins quand même, hein, pas dégueu, et pour leur montrer, genre, vous savez, vous croyez que vous êtes fort, mais en fait, c'est moi. Et même avec des jeunes rookies de 20 ans... toutes les histoires, il paraît qu'ils comptaient s'il y avait un musicien qui faisait un pain. Quand il faisait un signe sur scène, c'est comme ça voulait dire ça rigolait pas, mais ça tournait comme une machine. Ah bah j'ai appris il y a très peu de temps figure-toi qu'il a fait un concert en Corse, James Brown. Ah ouais. Incroyable, je connais un mec qui s'occupe c'est un copain qui s'occupe d'un théâtre, tu vois, où il programme de la musique, tout ça, je sais plus le nom. Cédric, son nom en tout cas, lui, Padovani, et sa première expérience, il a aidé à faire ce concert-là, au fin fond d'une plaine et tout. Il a demandé, je sais pas, $1 million et une limousine rose. Ils ont tout trouvé. Il y a eu James Brown au fin fond dans le New Hall, qui a joué là-bas improbable complètement. Et le mec m'a dit, j'ai fait ça dans ma vie, maintenant, je peux plus rien faire. Tout ce que je fais, c'est moins bien. Et j'ai un souvenir aussi avec James Brown, je l'ai aussi beaucoup connu parce qu'il y avait
il y avait une pizzeria à côté de chez moi quand j'habitais dans le 14e. Et le mec qui s'occupait de la pizzeria, son surnom c'était Jimmy la Watt. Et donc il écoutait tout, il était tout obsédé de James Brown. Il faisait des danses de James Brown et tout, Jimmy la Watt. Il a un truc là dans le 11e, 12e, je l'ai pas revu depuis 1000 ans, il faut que j'aille le voir. Mais c'est aussi grâce à lui que peut-être qu'on a tous vachement écouté James Brown, je sais plus. En tout cas, c'est un des maîtres. Ah oui, un des piliers du son du XXe siècle. C'est un des maîtres. Moi, tout le temps, ouais, c'est marrant. Évidemment, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour Prince. C'est un géant, mais je le mets pas dans ce club où je mets Ray Charles, James Brown, Stevie Wonder et Michael Jackson. Prince, je le mets pas. Pour moi, il est pas dans ce club. Okay. Ouais. C'est comme ça. Ah ouais. Bah, tu parles de Ray Charles, alors là, voilà, ouais. Ça, en fait, ça c'est pas un disque de Ray Charles, c'est la musique du biopic Ray, je sais pas si tu l'as vu, avec Jamie Foxx. C'est un des plus beaux biopics que j'ai vu. Oui, il est vraiment magnifique. Pour moi, avec celui sur Johnny Cash aussi, avec Joaquin Phoenix, qui était très beau. Ray Charles, c'est quoi qui te plaît? C'est ce côté blues aussi, le piano, la voix est fantastique. J'ai oublié dans le club là des Noirs américains qui ont tout révolutionné. Il y a Louis Armstrong, Duke Ellington, tous les jazzmen après, mais aussi Louis Armstrong dans le genre voix qui tue, musicien incroyable. Tu sais que Louis Armstrong fumait des pétards toute la journée. Absolument, oui. J'allais te dire, oui, c'était un gros smoker, effectivement. Parce que après il a eu ce truc de l'oncle Tom, machin, entre guillemets, du gentil, mais pas du tout. Le mec c'était fabuleux, la musicalité. Et j'ai de la chance de faire de la musique aussi, parce que tu te rends compte du génie de ces mecs-là encore plus, si tu veux. C'est là où Ouais, quand tu rentres. Et Ray Charles, c'est le son, et puis ouais, le music country for West. Enfin, ce truc de. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé Ray Charles. J'avais vu ce fabuleux documentaire, je crois, fait par Clint Eastwood, je crois, sur le blues. Là, c'est Martin Scorsese, je crois. Voilà, qui avait produit toute cette série magnifique, et c'était Clint. Donc déjà là, j'étais fasciné, mais voilà, c'est un des plus grands chanteurs de tous les temps, quoi, je trouve. Alors, on en arrive maintenant à la famille. Alors, j'ai sorti celui-là parce que, voilà... T'es une dédicace. Dédicacé, grâce à toi d'ailleurs, c'est toi qui m'avais transmis. Alors, celui-là parce que Dutronc Casino, c'est un retour assez improbable, parce que ça faisait des années, près de 20 ans, je crois, ou 10 ou 20 ans. 20 ans. Qu'il n'avait pas fait de concert, et là, il revient au Casino en 92, et il est vraiment... Alors ça, c'est vraiment le vice, je pense que je ne vais pas te l'apprendre, comment se font les interviews à l'époque de cette série de concerts au Casino. Tu l'avais faite ou pas? Non, j'avais pas fait, non. Je vais te dire après pourquoi. Oui, il en avait. Ça, c'est génial. Il en avait marre de faire les promos, quoi. Ça déplaisait. C'est vrai que c'est dur, les promos. Et donc, il expliquait aux gens sur scène, il dit, on est toujours sur le terrain des journalistes, dans leur télé, dans leur truc. Là, pour une fois, c'est l'inverse. C'est les journalistes qui vont venir m'interviewer sur scène. Pendant le concert, pendant le concert, au milieu d'un seul coup, voilà. Et donc, il y a eu 1-2 journalistes, puis après, ça a commencé à faire le tour de Paris. Tout le monde disait, tu l'as fait, ça devenait le défi. Et tout le monde l'a fait. Et il y a eu des gens, ça a été plus ou moins réussi, parce qu'il y a des gens qui prenaient le public de haut, enfin qui ne se rendaient pas compte, qui se croyaient superstars. Je crois qu'il a dit genre, attends, 2 secondes, et puis là, ça... Fermez vos gueules, je sais pas quoi, si t'as pas de nom, mais... Ou qui se prenaient pour des stars et tout ça, et en fait, ils se rendaient... Et moi, je crois que moi, souvent, je criais « Ouh !» Moi, je participais. Ça me faisait marrer. Ouais, parce qu'il faut quand même imaginer, quand tu es en train de voir Jacques Dutronc, t'as tube sur tube, et tout d'un coup, ça s'arrête, et t'as genre Josiane Machepro qui vient s'installer sur un fauteuil et poser des questions. Mais en fait, les gens se marraient, ils étaient quand même assez bienveillants, mais quand il y avait des questions un peu pourries, si tu veux. Là, du coup, et les mecs qui s'en sont le mieux tirés, je me rappelle, c'était José Arthur et Gilles Verland, qui avaient été super, les deux. Gilles Verland, il avait interrogé des gens, il avait pris des questions des gens, qu'est-ce que les gens auraient posé comme question, enfin je sais pas, mais c'était vraiment chaleureux et humain et généreux, du coup voilà, donc ça c'était, et moi j'avais jamais vu mon père sur scène, donc ça a été un truc de fou. Ah oui, c'était la première fois. J'ai de la chance oui, parce que évidemment, ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas fait de concert, donc c'est sûr que... Et moi j'avais 18 ans, et alors, j'ai de la chance d'avoir eu il m'en reste plus qu'un, mais j'ai des parents comme ça aussi talentueux, mais ils sont assez uniques pour le fait que les deux ne sont pas vraiment fanas de faire de la scène. Donc, mon père est très rare, c'est pas vraiment son truc, alors que c'est les seuls du tout le show business mondial, peut-être, je sais pas, on m'a dit, ici, il y a Gérard Manset aussi, qui aimait pas trop...
Mais si tu veux, tout le monde adore faire de la scène jusqu'à la fin, enfin en général. Donc, Bah oui, eux, c'était donc voilà. Et en plus, alors c'est tellement, en plus, pour la petite histoire, en fait, il avait changé de maison de disque. Donc, comme souvent, un live, c'est un moyen de redonner une nouvelle vie à des chansons qui sont avec l'ancien label qui était Vogue. Et là, c'était chez Columbia. Donc, il est revenu, ouais. On a eu tout, hein, l'opportuniste. C'était un très beau. Moi, la fille du Père Noël. j'ai suivi tout ce spectacle, la tournée aussi. Je suis parti avec eux en tournée. Je faisais des photos, là, je prenais tout le monde en photo et je commençais un peu la guitare. Il y avait Khalil Shaheen, un super guitariste qui faisait plutôt des musiques de films, des super albums de jazz magnifiques et tout ça, mais qui là, il jouait un peu rock et tout. Et il m'impressionnait beaucoup. Il répétait les suites pour violon de Bach à la guitare, tu vois, pour se faire les doigts. J'étais là. Oula, ouais, genre, wow, c'est pas les Sex Pistols, là. Magnifique, ouais. Et donc, c'est aussi grâce à des gens comme ça qui m'ont traumatisé que je me suis un peu poussé à aller chercher des musiques comme ça plus complexes. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Alors, en parlant de scène, c'est quand même grâce à toi qu'on a pu revoir Big Jack sur scène, puisque oui. la tournée Dutronc et Dutronc, alors c'est la magnifique pochette emballage pour le disque qui est lui-même avec la même photo. Comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que c'était assez improbable de revoir Jacques sur scène. T'as dû un petit peu le violenter gentiment pour le faire monter avec toi. Comment ça s'est monté? Il y a une période d'un seul coup où il était surprenant, d'un seul coup il était très gentil, il envoyait des petits mots gentils à tout le monde et tout. Il avait arrêté de boire. Tu veux dire que c'était exceptionnel? Il avait arrêté de boire depuis 2 ans, il commençait à être vraiment... Oui, c'est un petit peu plus tendre. Il a toujours été très tendre et tout ça, mais il était un petit peu toujours dans les vannes, dans les... je sais pas quoi, dans les... Oui, un humour particulier, comme voilà, certains. Et donc, et puis là, je fais une interview pour mon album Frenchy, et d'un seul coup, il a accepté d'être l'invité surprise de quelqu'un à la radio, donc c'est lui au téléphone et tout, j'hallucine, c'est la première fois qu'il faisait ça, et donc j'étais un peu surpris. Et là, le journaliste dit... alors, vous avez fait un duo comme ça pour les bonus de cet album. Alors, à quand la scène avec votre fils ensemble et tout? Il a dit oui, il faut voir, pourquoi pas. Il n'a pas dit non. Ah. Et donc, d'un seul coup, c'est ça qui a tout déclenché. On a eu Gilbert Coulier qui nous a contactés. Finalement, on n'a pas fait la tournée avec lui. Et bon, mais c'est grâce à lui, parce que bon, après, ça a été compliqué, les histoires d'argent, de contrats, de trucs. Mais c'est grâce à lui et grâce à Gilbert qu'on est reparti sur les routes. Et ça n'a pas été facile, hein, parce que finalement, j'ai plus l'habitude de la tournée que mon père. Pour moi, c'est un truc plus naturel, plus agréable. Je sais pas, pour moi, c'est vraiment une chance et un bonheur d'être sur scène. Et mon père, c'était plus un défi. Je voyais pour lui un challenge, donc il était assez angoissé. Et il l'a vécu avec beaucoup. Puis il avait peur d'être entre guillemets un peu trop vieux, un peu vintage, mais il était génial. Il avait une voix fantastique. T'as pas réussi à lui faire jouer de la guitare quand même Alors non, on a vachement insisté au début, mais malheureusement, il s'est viandé, je sais plus quand, quelques années en arrière, et il s'est bien niqué un doigt, et donc il y arrivait pas trop. Et alors j'insistais sur rien parce que je voulais vraiment pas l'emmerder. Là, on se fait plaisir, quoi. Tu me dis, moi, je dis tout ce que je veux, c'est que tu sois à l'aise et heureux et que tu t'amuses et qu'on soit ensemble. Donc c'est le moindre truc qui t'emmerde, on le fait pas. Enfin, il fallait bien un tout petit peu répéter, travailler. Comme il fallait qu'il apprenne 1 ou 2 chansons à moi, ça a été un peu compliqué aussi, qu'il travaille des trucs, mais... 700 millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit chez moi, mon mal de tête... En tout cas, en parlant avec un des directeurs de la tournée, je lui dis, ça se passe bien. Il fait, ah non, mais c'est le rêve de producteur, c'est sold out tout le temps. Partout. Toutes les dates, apparemment, les gens étaient tellement contents. C'était super, et c'est dommage parce qu'on a arrêté... Disons, il y avait 3 options de tournée, petite, moyenne et grande, et on a fait la petite option parce que mon père a eu peur d'être fatigué. Parce que voilà, c'est vrai que les déplacements, surtout en tournée, ça le fatiguait beaucoup. Il avait des problèmes de sommeil, tout ça. Puis, et pas tout jeune et tout ça, mais c'est vrai que, tu vois, Eddie, machin, il est encore sur scène. Enfin, Et il y avait quelque chose qui était très émouvant dans ce concert, c'est que Françoise était là, enfin elle n'était pas là évidemment sur scène, mais à chaque concert il y avait une petite la photo, une petite dédicace, une petite ambiance pour à part une fois ou deux, on a eu notre projecteur qui est tombé en panne, on était malade de ne pas avoir maman avec nous. On avait cette belle photo de Jean-Marie Perrier, puis c'était le guitariste de mon père, Fred Chapelier, qui est un super guitariste, et qui jouait le temps de l'amour, parce que ça avait du sens évidemment, parce que c'est une chanson que ma mère a chantée avant qu'elle soit avec mon père, qui avait composé la musique du Temps de l'amour à l'époque. Ça s'appelait Fort Apache.
Oui, d'ailleurs, au début, c'était lui qui devait la chanter, et puis finalement, Non, même pas. En fait, il était guitariste tout simplement dans un groupe qui s'appelait Les Fantômes. Et donc, il copiait un peu les Shadows, tu vois. Il avait fait cette musique-là. Et que le patron d'Europe 1 de l'époque, Lucien Maury, je crois, avait mis en parole. Et c'est un type qui chantait, qui par la suite a eu des pressings à Nice, apparemment, qui s'appelait José Salsi, je sais pas, j'ai pas connu. Et qui donc chantait cette chanson. Ma mère a entendu cette chanson, a dit c'est vachement bien, je voudrais la reprendre. C'est comme ça qu'elle a dû rencontrer mon père la première fois. Mais mon père chantait pas à cette époque-là, puisque ça devait être 62, 63. Mon père a chanté qu'en 66. C'était avec la fameuse alliance des trois Jacques, avec Jacques Wolfson et Jacques Lanzmann. Exactement, et Jacques Dutronc. Ouais, c'est vrai, ouais. Le trio des Jacques. C'est vrai. Et t'as un album préféré de Françoise Pas vraiment, parce que aussi j'ai écouté beaucoup de compiles. J'ai écouté quelques albums évidemment en entier, mais c'est une période plutôt. Moi, c'est plutôt la période entre 67 et 70 que j'adore, avec évidemment aussi l'album brésilien et pas mal de chansons qu'elle a faites avec Gabriel Yared. Je ne sais pas qui tu peux être, je ne sais pas qui tu espères. Évidemment plein de choses plus tard aussi, mais il y a plein de choses que j'aime. Mais c'est vrai que cette période comme ça d'ailleurs, où elle est là, un peu l'icône, où on garde cette beauté la plus folle, c'est un petit peu la période que je garde le plus dans mon cœur. Parce que dans les années 80, moi, je devais avoir 13 ans, elle avait fait un titre qui s'appelait VIP, par exemple, que j'aime pas trop, où elle dansait un peu comme ça à la télé. J'avais un peu honte de ma mère. Donc non, je préfère, pas ses tout débuts, parce que ses tout débuts, il n'y en avait pas à la maison, il n'y avait aucun disque. Ah ouais. Elle aimait tellement pas que les 2 premières années, les chansons genre « Je suis d'accord », machin, il n'y avait pas à la maison, ces disques-là étaient introuvables. Voilà. Alors que j'ai réécouté des choses, là on est en train de sortir des compiles avec Étienne Dao, et en fait c'est hyper mignon et c'est super chouette, quoi. Il y a plein de super chansons aussi, vraiment. Il y a 2-3 trucs comme ça, un tout petit peu kitsch, mais c'est joli, avec l'époque ça marche bien, et il y a des chansons incroyables où elle est incroyable, c'est quel artiste, quelle beauté, La compile avec Dao dont tu parles, c'est une sortie prochaine? Alors ouais, il y a une compile avec Vogue, Sony, on va en fait on va faire une espèce d'intégrale au fur et à mesure, si tu veux. Donc là on est reparti du début, et pour les grands fans, il va y avoir des bouts de live inédits, remasterisés, tout ça. Étienne Dao donc fait un travail extraordinaire, il a même pas mis son nom sur le disque, il est fou. Je lui dis mais enfin qu'est-ce que tu fais? Enfin et donc il est tellement fan, et il aimait tellement ma maman que donc il fait tout ce travail. Je participe un petit peu. Alors, dernière partie du Rewind, et cette fois-ci, on va s'occuper de ton cas. Alors, j'ai ressorti quelques oldies. Alors, And the Frenchies, Frenchie tout court. Là, quand même, il y avait t'as vu oui, là, il y a du... Billy Gibbons, des ZZ Top, Iggy Pop, Diana Krall. Il y a du lourd en invité. Et puis, alors, on va les faire un par un. Alors oui, celui-là, c'est un album où il y a effectivement pas mal d'invités. Comment ça se conçoit un album comme ça? Il y a même Jeff Goldblum, l'acteur incroyable de La Mouche et de tant de films. Quelle classe il a, ce mec. Qui est un jazzman Quelle aussi. beauté. Il joue du piano jazz, il adore le jazz. Je l'ai vu en concert au Trianon, c'était incroyable. Le concert durait 2h30. Le public montait sur scène, il y a une espèce d'ambiance. Comment est-ce que tu as mis en scène cet album? Comment est-ce que tu l'as préparé? Tu as rencontré tous les gens un par un? On a eu envie d'aller jouer hors de France. On s'est dit, il nous faut un projet un peu international. Et donc on s'est dit on va prendre les chansons françaises qui ont fait le tour du monde, qui sont connues ailleurs, et on va les reprendre avec des super musiciens. C'est un peu mes potes, mais j'en ai rencontré d'autres pour faire ça. Et puis on a eu de la chance, parce que Iggy Pop, je l'avais croisé grâce à ma mère il y a longtemps. On avait une amie commune, et c'est le premier qui a accepté, Suzy Viss. Je sais pas, enfin bon. Et voilà. Formidable personnage, incroyable. Et il a dit OK. Il a dit est-ce que ça t'embête pas s'il y a Diana Krall qui vient en plus dans le duo? Non, ça va aller. Donc là, j'ai eu un coup de bol. Là, c'est incroyable, quoi. C'est des coups de chance. Là, c'est un petit miracle, vraiment. Donc c'est le premier qui a dit oui. Et d'un seul coup, d'avoir Iggy Pop et Diana Krall dans la liste, ça a ouvert des portes. Il y a des gens qui... Billy Gibbons, ça a été un coup de bol. Sa femme était danseuse à Paris. Elle a appris un peu la danse quand elle était jeune, à Paris. Donc elle a entendu ça, c'est chouette, ça lui rappelait Paris. Il l'a fait, c'était
c'était une rencontre aussi fabuleuse, quoi. ZZ Top, c'est incroyable. Il était tellement drôle et tellement gentil. Donc ça a été, voilà, Yoon Sun-na, une chanteuse coréenne de jazz magnifique. On a fait Petite Fleur, enfin, une humilité, une gentillesse, une beauté, un talent fou. Elle Reinhardt, qui est une chanteuse que j'avais connue, parce qu'elle était dans une espèce de groupe postmoderne jukebox, je sais pas si ça te parle. Oui, j'ai vu en concert aussi. Tu vois, il faisait des reprises un peu jazzy, un peu, ou des trucs justement d'aujourd'hui, un peu en swing à l'ancienne, avec tout un groupe. Ils ont fait des millions de vues avec Boom That Bass, là, je sais pas quoi, et avec son truc de I'm a Freak aussi. Et elle chante super, donc on l'a eu, c'était agréable. On a eu Stacy Kent aussi, qui a une classe incroyable. Elle a une classe. J'ai redécouvert plein de belles chansons françaises grâce à elle. Et donc, ce disque qui à la base était fait pour voyager, il y a le Covid. Donc, pas de chance. tout est à l'eau. Et pour relancer l'album à Noël, Universal me demande de faire des bonus. Et donc, l'ADN du disque était de prendre des chansons françaises avec des gens internationaux et surtout pas de français. Bah là, c'était foutu avec le Covid. J'étais obligé de faire des bonus avec des Français, mais ça a été quand même fantastique. La distribution est pas mal non plus. Jane Birkin, mon papa, Eddie Mitchell, Clara Luciani, Étienne Dao et Philippe Catherine. Donc, c'était quand même très, très sympa. C'était pas mal. Et puis, alors là, Éternel jusqu'à demain, un très beau titre. Écoute, mon 3e album, j'avais été un peu enregistré à Londres et tout ça. Et voilà, je sais pas ce que je peux te raconter sur celui-là. On voulait sortir... Il y avait une chanson... Enfin, finalement, la chanson qui est restée de cet album, c'est Aragon. On a fait une reprise comme ça d'un texte d'Aragon sur une musique... on a appris après que Léo Ferré avait déjà repris ce truc. Mais nous, c'est une nouvelle musique dessus, et c'est le titre qui est un petit peu le plus resté. Mais c'est pas celui qu'on a sorti en single à l'époque, malheureusement. Donc voilà, c'est un peu le regret de cet album. Et nous en arrivons à 2024, aujourd'hui, ce nouvel album, qui est sorti il y a quelques semaines, mi-septembre. Ouais. Écoute, là, on est en plein train de le travailler. Là, on travaille sur un clip, sur une des chansons. Là, on est en plein tournage, on essaye que les gens écoutent ce disque. Il n'est jamais trop tard, car le ciel est infini, et tes yeux sont comme deux miroirs. Voilà. Est-ce que, alors, parce que là c'est l'album vinyle, moi il n'y a rien à faire, le vinyle c'est quand même la meilleure façon, mais aujourd'hui 80-90% des gens ils écoutent en streaming. Oui. Ça te convient toi comme type de... Ça te plaît l'idée que l'album soit pas écouté forcément en tant qu'album? Tu disais tout à l'heure que l'album c'est quelque chose qui est en voie de disparition. Oui, aujourd'hui, les compiles et la force des compiles, quoi. C'est vrai qu'on conçoit des albums. Moi, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Alors, on dit on peut faire des 4 titres aussi, mais moi, j'ai eu l'impression de concevoir un album, quoi. À chaque fois, un album, c'est un ensemble de choses, on va dire 30-40 minutes du temps de quelqu'un pour écouter des chansons qui vont raconter une histoire de vie, une tranche de vie, des histoires différentes, qui créent un ensemble. Et toujours, à chaque fois, c'est une violence pour moi de choisir un single, parce que on a mis beaucoup de cœur dans toutes les chansons. Je ne sais pas si... j'ai peut-être pas... à chaque fois, on essaye de faire un tube, tu vois. C'est le truc qui est difficile, la locomotive qui fait que l'album va suivre. Tu as des albums où tu as une bonne chanson et plein de chansons... les albums fillers, comme disent les Anglais. Pas très intéressantes, et l'album marche quand même. Je sais pas si... Voilà, en tout cas, voilà, on va essayer d'avoir une locomotive, mais je trouve qu'il y a des bonnes chansons sur cet album. Voilà. Ouais, c'est un album qui est très beau, qui est assez nostalgique aussi, souvent. Pas forcément triste, mais il y a une petite nostalgie. Il n'est jamais trop tard, ça vient d'où ce titre? Pourquoi Je sais pas, écoute, c'était pour dire... je sais pas, c'est pour donner un peu d'espoir, quoi. Tout est tellement glauque et triste, tu vois. Je sais pas, je pensais à plein de choses, ça évoque ce que ça évoque à chacun, tu vois. Jamais trop tard pour bien faire, jamais trop tard pour pardonner, pour faire la fête, pour écouter de la musique, pour se mettre à jouer d'un instrument, pour prendre des cours de salsa, prendre des cours d'œnologie. Non mais tu vois, c'est n'importe quoi, mais c'est dire... mais c'est sûr que ça vient peut-être avec mes parents qui prennent de la bouteille, et quand j'ai écrit cette chanson, ma mère était encore là, donc c'était de dire il n'est jamais trop tard pour encore évidemment se parler, aller au fond des choses, voilà, se découvrir, voyager aussi, voilà. T'es en mode Bob Dylan Never Ending Tour, ou ça va, les concerts, c'est pour défendre cet album? On est parti sur une tournée qui va être longue. Moi j'adore les concerts, donc là j'ai une équipe en plus, on va être 8 en tout sur scène.
Il y a la basse batterie du groupe, enfin de la tournée avec mon père, donc fantastique. Et plus, j'ai ramené plein de vieux copains. Mon ami guitariste corse, David Chiron, avec qui j'ai composé plein de musique, mais aussi Aurore, qui est une super violoniste, Aurore Voilquet. Plus Eric Lénini, le pianiste qui était le chef d'orchestre aussi. Donc on a vraiment... Et Rocky graissait toujours la guitare. Donc on va faire plus de guitare électrique aussi, parce que Jérôme, le Corse, il va se mettre à la guitare électrique, là, avec la gomina et tout, on va se marrer. Donc des super musiciens, ça groove, ça tourne, ça va être vraiment un bon... moi, je sais pas comme... C'est toujours délicat de le dire, tu vois, mais je suis assez exigeant, parce que si tu veux, quand t'as des parents comme ça, c'est un peu le fameux Lucky Luke, là, avec le fils, là, dans la cavalerie, qui est obligé de tout faire, qui se fait punir tout le temps. Le 20e de cavalerie. Le 20e de cavalerie. Il fait toutes les corvées, et son père le punit tout le temps. Moi, je me suis auto-puni, si tu veux, je me mets la pression pour faire... Je suis vraiment pas... voilà, je cherche toujours à progresser, à faire mieux, à avancer, et à offrir quelque chose aux gens de qualité et surprenant, quoi, voilà. Eh bien,